Ma femme m'a traqué jusqu'au Montana après son aventure, convaincue que j'avais fui comme un lâche. Elle a compris trop tard que je n'étais pas parti les mains vides, ni sans preuve. Tout a commencé un mardi matin, dans l'odeur du bois fumé, du poivre noir et des mensonges tièdes. Je m'appelle Curtis Bowman, 45 ans, propriétaire d'une entreprise familiale de viande fumée dans le Tennessee. Le genre d'endroit où les gens vous appellent par votre prénom, où les camions arrivent avant l'aube, où les clients jurent que votre brisket a sauvé leur mariage. Ironique, quand on y pense. Diana, ma femme, gérait la partie administrative, les factures, les rendez-vous bancaires, les contrats fournisseurs. Moi je gérais les fours, les employés, les livraisons, les clients grincheux. Bref, la vraie vie. Pendant 20 ans, j'ai cru qu'on formait une équipe solide. Pas parfaite. Solide. Il y a une différence. Puis Diana a changé. Pas comme dans les films. Pas avec du rouge à lèvres sur un col ou un message idiot oublié sur l'écran. Non. Elle a changé par petits détails. Une odeur de parfum que je ne connaissais pas. Trop sucrée. Presque agressive. Des douches à des heures étranges. Son téléphone retourné sur la table, comme s'il avait honte d'exister. Des sourires qui disparaissaient dès que j'entrais dans la pièce. Un soir, pendant que je rinçais une casserole dans la cuisine, elle a reçu 3 messages WhatsApp d'affilée. Oui, WhatsApp. Madame avait découvert l'Europe sans quitter le Tennessee. Elle a attrapé son portable si vite qu'on aurait dit que l'écran allait exploser. J'ai levé les yeux. Elle m'a dit « C'est juste Dale. Un souci avec les commandes. » Dale était mon associé, mon ami d'enfance, mon témoin de mariage, l'homme qui connaissait le code de l'alarme du bureau et mes faiblesses avec le café trop fort. J'ai répondu « Bien sûr, parce que parfois, la meilleure façon de piéger quelqu'un, c'est de lui laisser croire qu'on est stupide. » Les semaines suivantes, Diana est devenue froide, sèche, toujours pressée. Elle critiquait tout, ma chemise, mon odeur de fumée, mes horaires, même ma façon de parler aux enfants. Owen, 16 ans, et Becca, 13 ans, voyaient bien que quelque chose clochait. Owen se taisait davantage. Becca mangeait ses céréales, comme si elle l'avait personnellement déçu. Un dimanche, Diana a lancé devant eux. Ton père croit encore qu'une entreprise familiale suffit à garder une famille ensemble. Charmant. Vraiment. J'ai failli applaudir, mais j'avais les mains pleines de bacon. Le jour où tout a basculé, je devais partir à Nashville pour voir un fournisseur. Un type qui voulait augmenter ses prix sous prétexte que ses porcs avaient une vie émotionnelle compliquée. À mi-route, il m'a appelé pour annuler. J'ai fait demi-tour, sans prévenir personne. Vieille habitude de patron. Je suis arrivé à l'entreprise vers 11 heures. Le parking était presque vide, sauf la voiture de Diana et celle de Dale. J'ai d'abord pensé réunion, puis j'ai remarqué les stores de mon bureau fermés. Dans mon bureau, je précise, celui avec la photo de mon père près de la caisse enregistreuse. Celui où Owen avait accroché un dessin quand il avait 7 ans. Je suis entré par l'arrière, doucement. Les employés étaient en pause. Le couloir sentait le hickory et le produit nettoyant bon marché. Plus j'approchais, plus j'entendais des voix basses. Diana riait, ce petit rire qu'elle ne m'offrait plus depuis longtemps. J'ai posé la main sur la poignée. Elle n'était pas verrouillée. Erreur de débutant. Ou arrogance de champion. J'ai ouvert juste assez pour voir. Et j'ai vu ma femme avec Dale. Dans mon fauteuil. Derrière mon bureau. Dans la pièce où j'avais signé chaque prêt. Chaque paie. Chaque pari de ma vie. Ils ont figé. Comme 2 enfants pris à voler des bonbons. Sauf que les bonbons, c'était mon mariage. Dale a murmuré. Curtis, je peux expliquer? J'ai regardé Diana, puis lui, puis la photo de mon père derrière eux. Et j'ai souri. Pas un sourire heureux. Non. Le sourire poli qu'on adresse à quelqu'un avant de fermer la porte d'un cercueil administratif. J'ai dit « Pas maintenant ». J'ai récupéré mon ordinateur portable, mon carnet noir, les clés du coffre, et je suis ressorti sans claquer la porte. Derrière moi, Diana a appelé mon nom. 1 fois, puis 2. Je n'ai pas répondu. Parce que, à cet instant précis, je venais de comprendre quelque chose de très simple. Elle avait commencé la guerre, moi,
J'allais choisir le champ de bataille. Je suis rentré chez nous en conduisant à 50 km sous la limite, ce qui, dans le Tennessee, équivaut à annoncer à tout le comté qu'on vient soit de perdre sa foi, soit de trouver un avocat. La maison était calme, trop propre, trop parfumée. Diana avait toujours aimé que l'entrée sente la vanille. Comme si une bougie pouvait couvrir 20 ans de trahison avec une mèche et de l'optimisme. J'ai posé mes clés dans le bol en céramique que Becca avait peint à l'école. Puis j'ai commencé par ce que tout homme raisonnable fait quand son mariage vient de prendre feu. J'ai préparé un café. Fort, noir, presque insultant. Ensuite, j'ai ouvert mon ordinateur. Pas pour pleurer sur des photos de vacances. Je laisse ce genre de poésie aux gens qui aiment souffrir en haute définition. J'ai sauvegardé les relevés bancaires, les contrats fournisseurs, les statuts de l'entreprise, les documents d'assurance, les courriels avec Dale, les messages de Diana que j'avais cessé de lire vraiment depuis des semaines. Et là, première surprise, dans l'historique de l'imprimante, j'ai trouvé 3 documents récents. Partage d'actifs, estimation de valeur d'entreprise, consultation divorce Tennessee. Diana avait imprimé ça depuis la maison. Avec le calme d'une femme qui vous demande de sortir les poubelles pendant qu'elle évalue déjà votre moitié du toit. J'ai pris des captures, j'ai tout copié sur une clé, puis sur une deuxième, parce qu'une trahison, ça s'archive comme une comptabilité, proprement. Vers 15 heures, Diana est rentrée. Les yeux rouges, pas de culpabilité, plutôt de panique. Elle a posé son sac sur le plan de travail. « Curtis, il faut qu'on parle. » J'ai fermé mon ordinateur. « Oui, mais pas aujourd'hui. » Elle a serré les lèvres. « Ce que tu as vu, ce n'est pas aussi simple. » J'ai ri. Doucement. « Tu as raison. C'était sûrement une réunion stratégique très physique autour de mon fauteuil. » Elle a blêmi, puis elle a attaqué. Classique. Tu es absent depuis des années. Tu ne penses qu'à la viande, aux clients, à ton père mort, à cette entreprise. J'ai hoché la tête. Fascinant. Donc mon tort principal, c'est d'avoir travaillé pour payer la maison où tu imprimais ton plan de sortie. Le silence a cogné plus fort qu'une porte. Diana a compris que je savais. Pas tout, mais assez. Elle a changé de ton. « Curtis, ne fais pas quelque chose que tu regretteras. » J'ai répondu, « Diana, c'est précisément ce que je vais éviter. » Puis je suis monté dans la chambre d'amis, pas la nôtre. Certains meubles méritent une période de deuil. Le lendemain matin, j'étais dans le bureau de Marjorie Haynes, avocate en droit familial, cheveux argentés, lunettes fines, regard de femme qui avait vu plus de mariages mourir que de plantes vertes survivre en salle d'attente. Elle a lu mes documents sans m'interrompre. Puis elle a posé son stylo. « Curtis, je dois vous dire quelque chose. Votre épouse a appelé ce cabinet il y a 6 semaines. J'ai senti mon café remonter jusqu'à mon cerveau. Elle a demandé quoi ? » Marjorie a croisé les mains. « Des informations générales sur la division d'actifs, la garde, la valorisation d'une entreprise familiale. Elle n'a pas retenu nos services. Conflit d'intérêts maintenant. Mais je peux vous représenter. 6 semaines, donc pendant que je fumais des travers de porc pour la fête du lycée de Becca, Diana demandait combien valait ma vie au kilo. Charmant. Vraiment. Très artisanal. Marjorie m'a expliqué les étapes. Ne pas vider les comptes. Ne pas disparaître avec les enfants. Ne pas menacer. Ne pas crier. Documenter. Sécuriser. Respirer. Un programme très américain. Presque sportif. Elle m'a aussi conseillé de vérifier les signatures, les accès bancaires, les comptes fournisseurs, l'assurance vie, les cartes professionnelles. Alors j'ai commencé, calmement. J'ai demandé un rendez-vous à la banque. J'ai retiré Diana des accès non essentiels à l'entreprise, légalement, proprement, avec des formulaires et des sourires polis. J'ai transféré les fonds opérationnels vers un compte protégé. Pas volé, protégé. Nuance importante devant un juge et devant Dieu, même si Dieu devait être occupé ailleurs ce mois-là. Puis j'ai convoqué Dale dans mon bureau, pas celui de la scène. L'autre, près des frigos, moins romantique, plus pratique. Il est arrivé avec une tête de chien mouillé. « Curtis, mec, je suis désolé. » J'ai posé devant lui les chiffres, les courriels, les écarts dans les achats,
les livraisons facturées 2 fois, les remises suspectes accordées à un fournisseur lié à son cousin. Au début, il a nié, puis il a transpiré. Une vraie fontaine, avec permis commercial. Je lui ai dit, tu as 2 options. Dale, dissolution volontaire de notre partenariat avec renonciation à toute revendication future, ou audit complet, plainte civile, et ton nom devient plus fumé que mon jambon. Il a signé après 27 minutes. J'ai chronométré sans le vouloir. Certaines satisfactions sont discrètes. Le soir même, Owen m'attendait dans le garage, assis sur une glacière, les bras croisés. Il savait, pas les détails. Assez. Papa, c'est Dale. Hein? J'ai posé ma veste. Oui. Son visage s'est fermé. Maman croit qu'on est idiot. Becca aussi sait. Elle a entendu des trucs. J'ai senti ma gorge se serrer. Mais je n'ai pas offert aux enfants un père effondré. Ils avaient besoin d'un pilier, pas d'une serpillière émotionnelle. J'ai dit, je vais vous expliquer ce que je peux, sans vous salir la tête avec ce qui ne vous appartient pas. Owen a hoché la tête. Puis Becca est apparue dans l'encadrement de la porte, en pyjama, les yeux brillants. Elle a dit une phrase qui m'a coupé le souffle. Si tu pars, papa, nous, on vient avec toi. Et à cet instant, j'ai compris que mon plan de sortie n'était plus seulement une stratégie, c'était une promesse. Le lendemain, j'ai réuni Owen et Becca dans le vieux diner près de la route 41, pas à la maison, parce qu'une cuisine familiale devient vite un tribunal quand les murs connaissent trop de secrets. La serveuse nous a apporté 3 pancakes, 2 jus d'orange et mon café noir habituel. Elle m'a lancé un regard de compassion, ce qui m'a rappelé que dans une petite ville, les rumeurs courent plus vite que les pick-up. J'ai dit aux enfants, « Votre mère et moi, on ne va probablement pas réparer ça. » Owen a fixé son assiette. Becca a serré sa fourchette. Je n'ai pas donné de détails sordides. Je ne voulais pas transformer leur mère en monstre dans leur tête. Elle se débrouillait déjà très bien dans la réalité. J'ai expliqué que je devais protéger l'entreprise, la maison, nos comptes, et surtout eux. Becca m'a demandé, est-ce qu'elle va nous obliger à rester avec elle? J'ai répondu, personne ne décide à votre place, sans que vous soyez entendu. Pas si je respire encore. Phrase dramatique. Certes, mais parfois il faut donner un peu de théâtre aux enfants quand leur monde vient de perdre ses boulons. Owen a dit calmement, je veux partir. Pas pour te choisir contre elle. Juste parce que je ne veux plus vivre dans une maison où tout le monde ment. Becca a hoché la tête. Moi aussi. J'ai senti quelque chose se poser dans ma poitrine. Lourd et clair. La responsabilité, pas la victoire. Le plan s'est construit en 3 jours, avec Marjorie au téléphone, mon oncle Roy au bout d'une ligne qui crachotait depuis le Montana, et assez de paperasse pour rendre jaloux un notaire français en pleine succession. Roy avait un ranch près de Livingston, un endroit de collines sèches, de clôtures fatiguées et de ciel immense. Mon père y avait passé des étés, moi aussi, avant que la vie me transforme en homme qui sentait le hickory du lundi au dimanche. Roy m'a dit « Viens, j'ai de la place, des chevaux, et plus de silence que nécessaire. » C'était son style, tendre comme une barrière rouillée. J'ai informé l'école, par écrit, que les enfants prendraient quelques jours pour raison familiale. Marjorie a déposé une requête d'urgence préventive. J'ai laissé des traces, des dates, des copies, tout ce qui distinguait un départ organisé d'un enlèvement, parce que la morale c'est bien, mais l'épreuve c'est mieux, surtout face à Diana. Le vendredi soir, j'ai attendu qu'elle parte à un soi-disant rendez-vous avec une amie qui portait probablement le prénom Dale et une chemise trop chère. Nous n'avons pris que l'essentiel, vêtements, documents, ordinateur, album photo des enfants, le vieux couteau de mon père, pas pour menacer qui que ce soit, pour couper du pain. Survivre commence souvent par du pain. Becca a glissé son ours d'enfance dans son sac, puis a fait semblant de ne pas me voir la voir. Owen a pris sa guitare, 2 sweats et le carnet où il dessinait des plans de cabane. Sur la table de la cuisine, j'ai laissé une note. Diana, les enfants sont avec moi. Ils sont en sécurité. Tout passera désormais par nos avocats. N'appelle pas pour jouer la victime. Appelle pour être adulte. Curtis. J'ai hésité sur la dernière phrase. Puis je l'ai laissée.
Parfois, la charité chrétienne a besoin d'un peu de ponctuation assassine. Nous avons roulé toute la nuit. Tennessee, Kentucky, Missouri, puis l'interminable ventre plat du pays. Becca dormait contre la vitre. Owen regardait la route comme s'il surveillait l'avenir. Mon téléphone vibrait sans arrêt. Diana, puis Dale, puis un numéro inconnu. J'ai éteint. Pas par lâcheté, par hygiène mentale. Au matin, dans une station-service du Kansas, Owen a découvert un traceur Bluetooth dans la doublure du sac de Becca. Un petit disque blanc, trop propre pour être innocent. Becca a pâli. Elle l'a mis là. J'ai regardé l'objet dans ma main. Diana ne me cherchait pas encore. Elle nous suivait déjà. Je l'ai déposé sur le plateau arrière d'un camion de livraison, garé près des pompes. Direction inconnue, avec mes excuses silencieuses au chauffeur. Puis j'ai appelé Marjorie, depuis un téléphone prépayé, acheté avec 2 cafés brûlants et un sandwich qui avait connu de meilleurs jours. Elle a soupiré. Curtis, elle a déjà appelé la police. Elle dit que vous avez kidnappé les enfants. J'ai fermé les yeux 1 seconde. Derrière moi, Becca demandait à Owen si le Montana avait des centres commerciaux. Grande question existentielle. J'ai répondu à Marjorie. Alors, on va lui offrir ce qu'elle déteste le plus. Une procédure propre. À notre arrivée chez Roy, le soleil tombait sur les montagnes, comme une couverture dorée. La maison sentait le cuir, le café et le foin. Roy a ouvert la porte. Immense. Moustache blanche. Chemise à carreaux. Il a regardé les enfants, puis moi, et il a seulement dit « Les chambres sont prêtes ». Personne n'a demandé si j'étais triste. Et franchement, c'était la première politesse intelligente de la semaine. Les jours suivants, nous avons appris à respirer autrement. Becca nourrissait les poules avec l'autorité d'une directrice d'école. Owen réparait une clôture avec Roy et revenait couvert de poussière, presque souriant. Moi, je transformais l'ancienne grange en atelier de fumage. Petit au début, légal, déclaré, inspecté, parce qu'on ne reconstruit pas une vie sur du flou quand on vient d'échapper à une femme qui prenait le flou pour un plan financier. J'ai trouvé un nom, Big Sky Smokehouse. Pas très original, mais efficace, comme une bonne gifle administrative. Le premier marché local a été modeste. 50 portions vendues, puis 100. Puis un restaurateur de Bozeman m'a appelé. Quelqu'un avait goûté notre poitrine fumée et voulait un contrat. Les enfants reprenaient une couleur, et moi aussi, jusqu'au matin où une voiture noire s'est arrêtée devant le ranch. Un homme en costume trop lisse est descendu, appareil photo au cou. Il a demandé « Curtis Bowman, je suis détective privé, mandaté par votre épouse. » Et derrière lui, sur la route, j'ai vu une deuxième voiture arriver, avec Diana au volant. Diana est sortie de sa voiture, comme si elle arrivait à une réunion de copropriété, où tout le monde lui devait des excuses. Lunettes noires, manteau beige, bouche serrée. Même le Montana avait l'air de l'agacer. Ce que j'ai trouvé audacieux de la part d'une femme qui avait transformé mon bureau en annexe de mauvais feuilletons. Le détective privé a rangé son appareil quand Roy est apparu sur le porche. Roy ne parlait pas beaucoup, mais il avait cette façon de se tenir qui faisait comprendre aux gens raisonnables que la conversation devait rester raisonnable. Diana a crié « Curtis, tu m'as volé mes enfants ». Becca, qui venait de sortir avec un seau de grains, a murmuré « Bonjour maman », toujours aussi subtil. J'ai avancé jusqu'à la barrière. Pas plus loin. Les enfants ne sont pas volés. Ils sont ici. Ils vont à l'école. Ils mangent. Ils dorment. Et miracle moderne, ils respirent sans mensonge dans les murs. Diana a pointé un doigt vers moi. Tu n'avais pas le droit de les emmener. J'ai répondu. Mon avocate t'a envoyé les documents. Tu as choisi la sirène de police plutôt que la lecture. Classique. Elle a essayé de passer la barrière. Roy a simplement posé une main dessus. Pas brutalement. Juste comme un syndic fatigué, devant un voisin qui confond les parties communes avec son salon. Madame, a-t-il dit, vous n'entrez pas sans invitation. Diana a sorti son téléphone. Je filme tout. Parfait, ai-je dit. Filme aussi le panneau propriété privée. Il est très photogénique. Les enfants se tenaient derrière moi. Owen raide. Becca pâle, mais droite. Diana a changé de tactique. Becca, ma chérie, viens, on rentre à la maison. Becca a baissé les yeux, puis elle a relevé le menton.
Non. Diana a cligné, comme si le mot venait de lui être adressé pour la première fois de sa vie. Owen a ajouté « On veut rester avec papa. Pas pour te punir, juste parce qu'ici, on se sent en sécurité. » Le visage de Diana s'est fermé. Elle a regardé le détective, puis moi, et j'ai vu le calcul revenir. La mère blessée quittait la scène, la stratège entrait. 2 jours plus tard, elle avait appelé l'école, affirmant que les enfants étaient instables, manipulés, isolés dans un ranch dangereux. Le directeur, un homme calme qui portait des pulls de professeur de géographie à la retraite, m'a convoqué. J'ai apporté les bulletins, les attestations du médecin, les messages de Marjorie, les notes de la thérapeute familiale locale. Parce que oui, nous avions commencé une thérapie, pas pour décorer le dossier, pour réparer ce qui pouvait l'être. Le directeur a lu, puis a dit « Votre exagération semble venir de loin. » J'ai répondu « Du Tennessee, précisément. » Ensuite, Diana a déposé une plainte, puis une autre, puis une requête au tribunal pour retour immédiat des enfants. Elle prétendait que je les avais coupés d'elle. Alors j'ai produit les journaux d'appel, les messages où elle insultait Marjorie, les courriels où elle exigeait de parler aux enfants sans témoin et refusait les créneaux proposés. Elle affirmait que je ruinais l'entreprise familiale. Alors mon comptable a montré que j'avais payé les employés, réglé les fournisseurs, dissous légalement le partenariat de Dale et empêché un trou financier que Dale avait commencé à creuser avec la délicatesse d'un sanglier dans une boulangerie. Puis vint la meilleure partie, pas joyeuse, meilleure juridiquement. Dale, furieux d'avoir perdu ses parts, et probablement son ego, envoya à Diana des messages menaçants sur l'argent qu'elle lui avait promis, une fois l'entreprise divisée. Oui, vous avez bien entendu, elle lui avait promis une partie de la valeur de mon entreprise après le divorce. Apparemment, l'amour moderne se mesure en parts sociales. Marjorie a obtenu ces messages par la procédure. Et le jour de l'audience, Diana est arrivée avec un tailleur impeccable et l'expression d'une femme persuadée que le juge allait lui tendre un mouchoir et un chèque. La salle était petite, beige, sans poésie, parfaite pour tuer les illusions. Son avocat a commencé par me peindre en homme impulsif, amer, isolant les enfants dans un environnement rural. J'ai écouté sans bouger. J'avais appris avec la viande fumée qu'on ne gagne rien en ouvrant le four toutes les 5 minutes. Quand ce fut notre tour, Marjorie posa les faits, les documents imprimés avant la découverte, l'appel de Diana à son cabinet 6 semaines plus tôt, le traceur retrouvé dans le sac de Becca, les tentatives de pression sur l'école, les messages à Dale, les comptes sécurisés, les avis des thérapeutes. Pas de cris, pas de larmes, seulement la petite musique sèche des preuves. Puis le juge demanda à entendre Owen et Becca en privé. J'ai attendu dans le couloir avec un gobelet d'eau tiède. Roy à côté de moi. Il a dit « Tu tiens debout ». J'ai répondu « Par habitude ». Il a souri. Ça suffit souvent. Quand les enfants sont ressortis, Becca m'a pris la main. Owen s'est placé près de moi, sans un mot. Le juge est revenu. Il déclara que les enfants avaient exprimé un souhait clair, cohérent, et qu'aucun élément sérieux ne montrait une manipulation de ma part. Diana fixa la table. Son vernis rouge brillait plus que sa stratégie. La décision provisoire tomba. Résidence principale chez moi. Scolarisation maintenue au Montana. Visite de Diana seulement dans un cadre supervisé après évaluation thérapeutique. Le visage de Diana se vida, puis se durcit. Elle se pencha vers moi en sortant et murmura « Tu crois avoir gagné, Curtis, mais je vais te laisser sans rien. » J'ai regardé Marjorie, puis Diana, et j'ai répondu « Tu as déjà essayé. C'est justement pour ça qu'on est ici. » 1 semaine plus tard, je reçus un appel de mon ancien banquier du Tennessee. Sa voix était trop prudente pour annoncer une bonne nouvelle. « Curtis, il faut qu'on parle d'un prêt que Diana vient de tenter d'obtenir en utilisant d'anciens documents de l'entreprise. » Et là, j'ai compris que la ruine qu'elle préparait n'était plus une menace. C'était une preuve de plus. Le banquier m'envoya les copies le soir même, ancien bilan, vieille signature numérique. Estimation gonflée de l'entreprise du Tennessee, Diana avait tenté d'obtenir un prêt relais en prétendant qu'elle contrôlait encore une partie des actifs. Une merveille de créativité. Si seulement elle avait mis autant d'énergie à respecter son mariage
qu'à falsifier une réalité comptable, Marjorie lut le dossier et lâcha. Elle vient de nous donner un cadeau. Le genre de cadeau qu'on emballe dans une audience complémentaire. Diana nia d'abord, puis accusa Dale, puis accusa la banque, puis moi, bien sûr, parce que dans son monde, j'étais responsable de tout, sauf de ce qu'elle faisait quand les portes étaient fermées. Le juge n'a pas apprécié, les banquiers non plus. Et Dale, sentant le bateau couler, décida soudain que la vérité était une valeur morale intéressante. Il signa une déclaration. Diana connaissait ses détournements. Diana voulait utiliser le divorce pour récupérer l'entreprise. Diana lui avait promis de partir avec lui une fois l'argent obtenu. J'ai presque eu de la peine pour lui. Presque. C'est un mot pratique. Ça garde la dignité à distance. Les mois suivants furent une succession de rendez-vous. Avocat, thérapeute familial, école, comptable, inspection sanitaire pour la grange. La vraie vie, pas le grand cinéma. Owen reprit le football au lycée. Becca se fit 2 amies et une ennemie jurée dans son club de dessin, signe certain qu'elle retrouvait une vie sociale normale. Roy leur apprit à conduire un vieux tracteur. Moi j'appris que vendre de la viande fumée dans le Montana exigeait moins de charme commercial qu'une bonne sauce, et la capacité de ne pas paniquer quand une tempête bloque une livraison. Big Sky Smokehouse grandit lentement. D'abord les marchés, puis 2 restaurants, puis une petite épicerie fine de Bozeman qui vendait nos bocaux comme si chaque pot contenait une philosophie. Un matin, Owen entra dans la grange avec un logo qu'il avait dessiné. Une montagne, un filet de fumée, et nos initiales minuscules dans le coin. Il dit « C'est plus classe que ton ancien panneau ». J'ai répondu « Merci ». L'insulte est très professionnelle. On l'a gardée. Becca peignit une fresque derrière le comptoir. Roy grogna que c'était trop coloré, ce qui chez lui signifiait magnifique. Diana eut droit à des visites supervisées après plusieurs séances de thérapie. Les premières furent froides, maladroites, les enfants polis, pas cruels, juste prudents. Elle essaya parfois de glisser une phrase. « Ton père t'a monté contre moi », et la thérapeute la recadrait aussitôt. Diana détestait être recadrée. Même les cadres photos devaient se méfier. Avec le temps, elle comprit que l'ancien pouvoir ne fonctionnait plus. Owen ne répondait plus aux manipulations. Becca posait des limites avec une douceur qui coupait mieux qu'un couteau neuf. Moi, je ne cherchais pas à l'écraser. C'était inutile. Elle avait confondu contrôle et amour, calcul et intelligence, fuite et survie. Le jugement définitif arriva presque 1 an plus tard. Résidence principale confirmée chez moi. Autorité parentale encadrée. Visite progressive possible seulement si la thérapie avançait. Aucune mainmise de Diana sur ma nouvelle activité. Aucune réclamation valable sur les actifs protégés. Quant à l'ancienne entreprise, elle fut vendue proprement, après règlement des dettes et des parts. Pas un empire, mais assez pour payer les frais. Repartir. Respirer. Dale disparut dans un autre état, avec son ego cabossé et quelques poursuites civiles, à traîner comme des casseroles. 2 ans après notre départ, je me suis retrouvé un soir sur la terrasse du ranch, les montagnes violettes au loin, l'air froid, l'odeur de fumée sortant de la grange. Owen jouait quelques accords près du feu. Becca riait avec Roy en essayant de convaincre une chèvre de ne pas manger son carnet. J'ai reçu un message de Diana. Simple. Je suis désolé. Pour une fois, je n'ai pas répondu avec sarcasme. J'ai écrit, je l'espère, puis j'ai posé le téléphone. La vengeance secrète, au fond, n'avait jamais été de la rendre pauvre, même si ses mauvais choix avaient fait le travail avec une efficacité remarquable. Ma vraie revanche, c'était de ne pas devenir l'homme brisé qu'elle espérait laisser derrière elle. C'était d'avoir gardé mes enfants, mon nom, mon calme, et assez d'humour sec pour survivre aux formulaires, aux juges et aux sauces ratées. Ce soir-là, Becca m'a demandé « Papa, tu regrettes d'être parti ?» J'ai regardé le ranch, l'atelier, mes enfants debout dans cette vie reconstruite, morceau par morceau, et j'ai répondu « Non, ma puce. Parfois partir n'est pas perdre sa maison. C'est enfin arrêter de vivre dans l'incendie. »